C'est le génocide le plus sanglant qu'a connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a 30 ans, 8000 musulmans bosniaques sont assassinés. Ça se passe à Srebrenica, une petite ville de l'actuelle Bosnie-Herzégovine, sous les yeux des médias internationaux et des casques bleus. Ce massacre ressasse les pires horreurs, camps de concentration, viols et tueries de masse. Pour le contexte, nous sommes en pleine guerre de l'ex-Yougoslavie, composée de 6 États, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. La Yougoslavie peine à rassembler les diverses religions et nationalités, catholiques, orthodoxes, musulmans, juifs, serbes, croates, bosniaques. Bref, après la chute de l'URSS en 1991, vient une résurrection des nationalismes. Milosevic, président de la Serbie puis de la Yougoslavie, l'incarne parfaitement. Qui veut recréer sur les ruines de la Yougoslavie un espace grand serbe qui comporte donc une idéologie nationaliste agressive qui est contre les autres. Elle est territoriale, il veut prendre les territoires d'autres peuples et elle est criminelle en ce sens où ce n'est pas faisable dans un espace multiethnique sans éliminer, chasser les populations qui ne correspondent pas à l'ethnie sur laquelle on veut fonder cette nouvelle nation. À partir de 1991, les déclarations d'indépendance se succèdent. D'abord la Slovénie, puis la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine se détachent de la Yougoslavie, laissant la Grande Serbie seule avec le Monténégro. Et ça ne passe pas, parce qu'en Bosnie-Herzégovine comme en Croatie, des minorités serbes ne veulent pas se séparer de la Grande Serbie. Une guerre éclate en 1992 et l'armée serbe envahit l'est de la Bosnie. Les musulmans bosniaques, pris pour cible, sont alors persécutés et se réfugient dans des enclaves isolées. Srebrenica, déclarée comme zone de sécurité par l'ONU, en fait partie. Elle est donc protégée par la présence des casques bleus. Mais le 7 juillet 1995, les forces serbes menées par le général Mladic prennent d'assaut la ville, qu'ils assiègent déjà depuis 3 ans et sans aucune aide humanitaire. La pression de l'armée serbe se fait extrêmement forte. La population décide de prendre deux types d'actions différentes. Ceux qui pensaient n'avoir rien à craindre, les bosno-serbes, les vieux, les femmes, les enfants, se sont tous dirigés vers un endroit de cette enclave qui s'appelle Potocari, où était le quartier général du bataillon onusien tenu par les Néerlandais. Donc ça, on parle d'environ 20 000 personnes. Les autres, par contre, c'est-à-dire à la fois les militaires, puisqu'il y avait quand même une force armée musulmane bosniaque à l'intérieur de cette enclave, et tous les hommes en âge de combattre, qui se savaient donc une cible potentielle, eux ont décidé de prendre la fuite à travers les bois et de rejoindre par leurs propres moyens le territoire tenu donc par les musulmans bosniaques, donc en direction d'une ville qui s'appelle Tuzla. Interceptés par l'armée serbe, les hommes ayant pris la fuite sont emprisonnés. Du côté de l'enclave, certains casques bleus sont pris en otage et d'autres restent statiques face aux soldats serbes. L'armée bosno-serbe insuffle de la terreur parmi la population locale en ciblant des personnes pour les tuer, laissant des cadavres visibles à des points d'eau afin que lorsque les femmes le matin vont chercher de l'eau puissent répandre la rumeur que les crimes sont commis. Donc c'est une reddition massive qui a lieu au cours de la journée du 13. L'organisation d'exécutions massives, organisées et systématiques, en fait, démarre le lendemain, puisqu'en fait, cette journée du 13, on l'a bien évidemment découvert plus tard, a été la journée au cours de laquelle les officiers de sécurité du corps d'armée de la Drina sont allés au nord pour aller repérer justement des sites où ils pouvaient enfermer les prisonniers, choisir donc essentiellement des écoles avec des gymnases et des terrains à proximité qui pourraient servir de sites d'exécution et également de fosses communes. Plus de 8000 personnes sont assassinées en l'espace de 5 jours. On découvre par la suite que ce massacre est en fait planifié par une directive de l'armée serbe de Bosnie. Dans le cadre de ce nettoyage ethnique, les viols sont aussi utilisés comme une arme de guerre. Le pire, c'est ce qu'ils ont fait au corps de nos proches. Ils les ont déplacés d'une fosse commune à l'autre. Un seul corps peut être trouvé dans 12 ou 13 fosses communes. Mon mari a été fusillé le 13 juillet à Kravitz avec 1313 personnes. Il y avait d'autres membres de sa famille. Ils ont été enterrés dans les environs, dans un village
village d'où les musulmans avaient été déportés. Ensuite, ils ont été déplacés ailleurs. Les enquêteurs ont retrouvé le corps de mon mari en 1998. 5 mois plus tard, les accords de Dayton mettent fin à la guerre, mais les génocidaires sont poursuivis par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie jusqu'en 2017. Premier tribunal pénal créé par l'ONU, il reconnaît, avec la Cour internationale de justice, le massacre de Srebrenica comme un génocide. Slobodan Milosevic sera le premier président en exercice à être inculpé pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Seuls les hauts gradés militaires et les dirigeants politiques seront ainsi jugés, laissant de nombreuses victimes vivre aux côtés de leurs bourreaux.